L'espace baignait dans l'aube pâle d'une étoile jaune, lointaine, paisible. Havens Reach flottait en orbite, colonie insulaire au cœur de nébuleuses irisées. Les dômes transparents reflétaient la lumière matinale, sertis comme des joyaux sur le métal mat des habitats. Des passerelles reliaient les quartiers, traversés par des silhouettes affairées. Des agriculteurs vêtus de combinaisons verdâtres penchés sur des rangées de légumes suspendus. Des enfants riant, courant vers l'école. Et plus loin, des scientifiques, penchés sur des instruments, observaient les nuages de gaz danser à l'horizon. Dans le grand dôme central, la vie s'éveillait doucement. L'odeur du pain chaud se mêlait à celle du café synthétique. Les familles se rassemblaient autour de tables circulaires. Sur une holoscreen flottait un globe bleu et vert, fascinant et lointain. Un garçon, fasciné, pointa du doigt. « Maman, c'est vraiment la Terre ?»« Oui, mon chéri, » murmura sa mère, un sourire tendre sur les lèvres. « C'est là que sont nés nos ancêtres. On ira un jour. » Elle hésita, caressant ses cheveux. « Peut-être, mais Haven est notre foyer, maintenant. » À quelques couloirs de là, la lumière filtrait à travers des panneaux translucides dans la salle de classe. Les pupitres étaient disposés en cercle autour d'une enseignante au regard bienveillant, Madame Lee. « Regardez bien, dit-elle, projetant une carte stellaire en 3 dimensions. Voici la Voie lactée, et ici, la Terre. » Des murmures émergèrent. « On est si loin, plus de 20 années-lumière, » expliqua Madame Lee. « Mais ce n'est pas la distance qui importe, c'est ce que nous faisons ici, aujourd'hui. » Une petite fille leva la main. « Pourquoi sommes-nous partis ?» L'enseignante posa la main sur l'épaule de l'enfant. « Parce que parfois, il faut créer un nouveau foyer, pour l'avenir. » Au centre du complexe, la salle de commandement bourdonnait de l'activité matinale. Des holotables affichaient les niveaux d'oxygène, la météo, les communications interstellaires. La commandante Yuki Tanaka, cheveux poivre et celles tirées en queue de cheval, surveillait les rapports d'un œil attentif, une tasse fumante à la main. « Tout est calme, chef », annonça le lieutenant Mironov, relevant les yeux d'un écran. « Comme il se doit », répondit Yuki, esquissant un sourire. « Continuez la veille. » Elle traversa la salle, s'arrêtant près d'un opérateur. « Toujours pas de nouvelles du convoi de ravitaillement ?»« Non, commandante. Il a quitté Port-Vega à l'heure prévue, mais... » Un silence inquiet. Yuki posa sa tasse, son regard se durcissant. « Prévenez-moi à la moindre anomalie. » Bien reçu. Sur la périphérie extérieure, la routine s'étirait. Des marines, en armure légère, flânaient entre les modules de maintenance. Ces 2 d'entre eux échangeaient à voix basse. « Tu paries combien que ce sera encore une fausse alerte aujourd'hui ?»« Je prends le pari », grogna son camarade, scrutant le ciel. « On dirait que même les astéroïdes nous évitent. » Au-dessus d'eux, des satellites manœuvraient lentement, repoussant des fragments de débris, avec de brèves impulsions bleutées. Bien au-delà, dans l'obscurité glacée, d'autres yeux veillaient. Les vaisseaux de guerre Ktari erraient, silhouettes d'obsidienne, aux contours acérés, camouflés par la nuit intersidérale. Dans la salle de commandement, des figures reptiliennes, aux écailles sombres, fixaient des écrans saturés de données. Une voix rauque s'éleva, grondante, dans leur langue gutturale, traduite sur les écrans. Faible, sans défense, à nous. Au même instant, sur Havens Reach, un léger frisson parcourut l'air, imperceptible, comme si l'espace lui-même retenait son souffle. Le mardi matin s'étira sur Havens Reach avec une quiétude trompeuse. Les enfants avançaient en rang vers l'école, cartables bondissant sur leur dos, échangeant des plaisanteries et des éclats de rire. Les travailleurs sortaient des habitats, traversant les passerelles vers les serres ou les ateliers, saluant d'un signe de la main leurs voisins. Au loin, la lumière dorée filtrait à travers les dômes, illuminant la colonie comme un sanctuaire paisible. Rien ne trahissait la menace tapie dans l'ombre. Dans la base de commandement, Yuki Tanaka savourait une gorgée de café, observant d'un air pensif les relevés de routine. « Rapport météo » demanda-t-elle, sans quitter des yeux les écrans. « Conditions optimales » répondit l'opérateur. « Rien à signaler, chef. » La sérénité fut brisée par un hurlement strident. L'alarme.
Les lumières virèrent au rouge, pulsant dans tous les couloirs. « Qu'est-ce que… » commença Tanaka, mais sa phrase mourut. Sur les holoscreens, des dizaines de formes colossales jaillirent de l'hyperespace, noires, menaçantes. Son mug tomba, se fracassant au sol. « Tous au poste !» hurla-t-elle. « C'est une attaque, code Oméga !» Les membres de l'équipage bondirent à leur station, les visages blanchis par la panique. Dehors, le ciel paisible se déchira. La flotte Ktari apparut dans un éclair d'énergie, vaisseaux hérissés de canons et de lames, leurs coques miroitant d'un éclat sinistre. Sans sommation, les armes s'allumèrent. Des lances de plasma transpercèrent la stratosphère. Les satellites de défense explosèrent en gerbes de feu, projetant des débris incandescents sur la colonie. Dans le centre d'évacuation, la panique éclata. « Par ici !» cria un marine, brandissant son arme. « Suivez la ligne rouge !» Des familles bousculaient leurs enfants, agrippant des sacs, se pressant vers les sas où attendaient les navettes. « Où est papa ?» sanglota un garçon. « Il nous rejoindra !» mentit sa mère, tirant son fils derrière elle. Les marines tentaient d'imposer l'ordre, mais les cris couvraient leurs instructions. « Gardez vos groupes !» hurla la sergente Okoye. « Restez ensemble !» À l'extérieur, les navettes d'évacuation s'élancèrent, propulsées à pleine puissance, leurs moteurs hurlant. Mais à peine avaient-elles quitté l'atmosphère qu'elles furent frappées par les rayons des Ktari. L'une après l'autre, elles explosèrent, des bouquets de feu dans le vide glacé. Un opérateur, dans la salle radio, chercha frénétiquement à établir un contact. « Shuttle 3, ici base, répondez !» La réponse fut un cri d'enfant, suivi d'une décharge statique. Ils sont tous… » Une voix de femme, déformée par la terreur. « S'il vous plaît, il y a des enfants. Nous… » Puis plus rien. Un silence assourdissant, brisé seulement par le grésillement du com. Sur le flanc et de la colonie, l'enfer s'abattit. Les bâtiments, fragiles coquilles de métal et de verre, furent pulvérisés par les salves ennemies. Les serres explosèrent, projetant des fragments de culture en flammes. Les marines ripostèrent, lançant des missiles portables. « Feu à volonté !» cria le lieutenant Mironov. Les projectiles filèrent dans le ciel, percutant l'armure des vaisseaux Ktari sans même les brécher. « Repliez-vous !» Des barricades furent érigées à la hâte, mais les marines étaient insubmergées. Un soldat, le visage maculé de sang, se retourna vers ses camarades. « On ne tiendra pas, lieutenant. On tient jusqu'au dernier », lança Mironov, les dents serrées. À la base de commandement, Tanaka saignait d'une entaille à la tempe, mais refusait de céder. Les explosions secouaient que les murs. « Redirigez l'énergie vers les boucliers restants », ordonna-t-elle. « Chef, les boucliers s'effondrent. » Elle se laissa tomber devant le terminal de communication, activant l'enregistrement d'urgence. Sa voix tremblait, mais sa résolution perçait dans chaque mot. Ici la commandante Yuki Tanaka, colonie Havens Reach. Une nouvelle détonation fit vaciller le plafond. Si quelqu'un m'entend, souvenez-vous de Havens Reach, souvenez-vous de nous. Elle coupa la transmission, empoigna son fusil et jeta un dernier regard à la salle, désormais envahie de fumée et de débris. « Pour Haven », murmura-t-elle. D'un pas décidé, elle sortit rejoindre le combat, tandis que la caméra de sécurité captait la dernière image. Une poignée de défenseurs, retranchés derrière une barricade de fortune, repoussant la horde ailienne. Les bruits de tirs, de cris, l'éclat des explosions envahissaient la transmission. Puis, tout bascula dans le silence, comme si le monde s'était soudain vidé de toute vie. Mais dans ce silence, quelque chose persistait, un écho lointain, un souvenir brûlant, prêt à traverser les ténèbres. Des flammes léchaient encore les squelettes calcinés de Havens Reach. Sous un ciel terni de cendres, les soldats Ktari arpentaient les ruines. Leurs armures sombres scintillaient dans la lumière blafarde, contrastant avec le chaos qu'ils laissaient derrière eux. Ils avançaient en rangs serrés, bottes écrasant les débris,
queue fouettant l'air. Certains s'arrêtaient devant les corps humains, arrachés à la vie dans la panique. Ils prenaient des photos avec leurs appareils translucides, immortalisant leur triomphe. D'autres s'accroupissaient, arrachant insignes ou fragments de vêtements, les accrochant à leur ceinture. « Regardez !» grogna l'un d'eux, brandissant une plaque militaire ensanglantée. Un autre éclata de rire, rauque, inhumain. Il pensait pouvoir résister. Quelle farce, des trophées s'amoncelaient, preuve de leur cruauté et de leur mépris. Ils posaient, rieurs, devant des fresques carbonisées d'enfants, fiers de leur massacre. À bord du vaisseau amiral, l'atmosphère était tout autre. Sur le pont, les consoles pulsaient d'une lumière verte maladive. Le commandant Kthari, silhouette massive au crâne en crête, fixait la projection d'Havens Reach, réduite en cendres. Il activa la communication interstellaire, sa voix gutturale déformée par le traducteur automatique. Ici, le commandant Zach de la flotte Kthari. Son regard glissa sur la caméra, froid, implacable. Voilà ce qui attend ceux qui étendent que leur territoire sans notre permission. Les humains sont faibles. Un silence calculé, puis il ajouta plus lentement. S'ils résistent, nous ferons subir cela à chaque monde. Le message fut transmis en rafale, rebondissant sur les relais de communication des systèmes voisins. Dans la salle stratégique du vaisseau, les chefs Kthari se rassemblèrent autour de la table de commandement. Leurs yeux jaunes brillaient d'une satisfaction carnassière. « Les autres vont supplier ?» murmura l'un, l'écrou luisant. « Ils proposeront leur reddition », ajouta un second, sûr de lui. Une générale tapota ses griffes sur le métal. « Ils n'ont pas notre force, ils se plieront. » Mais aucun ne songea à la ténacité humaine. Ils ne voyaient dans la douleur qu'un outil pour soumettre, pas une étincelle capable d'embraser des mondes entiers. À des millions de kilomètres, dans la station de communication lunaire, l'alerte retentit. Un technicien sursauta devant le terminal, attiré par le signal prioritaire. « C'est une transmission d'Havens Reach », souffla-t-il, incrédule. Les superviseurs accoururent, se pressant autour de la console. Sur l'écran, le visage ensanglanté de Tanaka apparut, sa voix éraillée traversant le silence tendu. « Si quelqu'un m'entend, souvenez-vous de Havens Reach, souvenez-vous de nous. » La fin fut tachée de cris, de tirs, puis le silence, pesant, glaçant. Le chef de station pâlit, la gorge serrée. « C'était toute la colonie ?» « Oui, » répondit l'opératrice, les larmes aux yeux. Ils n'ont laissé personne. Personne ne parla. Un souffle collectif, brisé, s'éleva dans la salle. Sur Terre, le choc fut immédiat. Le message fut diffusé sur toutes les fréquences, projeté sur les façades des gratte-ciel, sur les panneaux des métros, dans chaque foyer connecté. Partout, la voix de Tanaka résonna, suivie des cris, des explosions, du vide. Dans une avenue bondée de New Kyoto, le flot des passants s'interrompit. Tous s'arrêtèrent, les yeux rivés sur les écrans géants. Souvenez-vous de Havens Reach. Les visages se fermèrent, la stupeur laissant place à une colère sourde. Ils ont détruit la colonie, murmura une femme à son compagnon, les poings crispés. On ne peut pas les laisser faire, répondit-il, la voix brisée. Dans les écoles, des enfants serraient la main de leurs enseignants, cherchant un réconfort qui n'existait plus. Dans les marchés, les voix s'éteignirent. Partout, la même rage montait, glacée et furieuse. Au sommet des tours, dans les bureaux du gouvernement, les dirigeants échangeaient des regards lourds de sens. « Ils veulent qu'on ait peur », souffla la présidente, la mâchoire serrée. Un conseiller répondit, les yeux sombres. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Dans l'éther brûlant des ondes, la voix de Tanaka flottait encore, indomptable, comme un appel qui refusait de mourir. Et déjà, sur Terre et bien au-delà, quelque chose venait de changer à jamais. La grande salle du Conseil de la Terre unie, à Genève, vibrait d'une tension électrique. Les murs de verre réfléchissaient à la lumière grise du matin, tandis que la rumeur des débats montait en vagues discordantes. Autour de la longue table ovale, les leaders du monde s'affrontaient verbalement, leurs voix se heurtant, se superposant, se noyant dans un tumulte chaotique. « Nous devons ouvrir des négociations !»
criait le premier ministre indien, le poing frappant la table. Ils nous ont massacrés, aboya la présidente nigériane. Vous pensez vraiment qu'on peut parler à des monstres? Il faut protéger ce qu'il nous reste, proposa un ministre japonais, les mains tremblantes. Évacuer les colonies restantes, tout de suite. Un diplomate français, pâle, se leva à demi. Si nous ripostons, ils détruiront toutes nos planètes habitées. Et si nous ne faisons rien, répliqua la chancelière allemande, ils viendront jusqu'ici. Les voix montaient, déformées par la peur, la colère, la douleur. Mais à l'avant de la salle, une seule silhouette dominait le tumulte. L'amiral Marcus Cole. Ses cheveux gris, coupés courts, encadraient un visage creusé par les années et la gravité des responsabilités. Ses yeux d'acier balayaient la salle sans ciller. Il restait debout, immobile, les mains posées sur la table, patientant dans le silence comme un roc au milieu de la tempête. Il se pencha vers le micro, appuya sur un bouton. Le vacarme s'éteignit, remplacé par la voix de Tanaka, éraillée, désespérée, projetée sur les haut-parleurs. Si quelqu'un m'entend, souvenez-vous de Havens Reach, souvenez-vous de nous. Puis les cris, les tirs, le silence. Le message résonna dans la salle, chaque mot creusant un peu plus la stupeur et la honte. Cole releva la tête. Sa voix s'était froide, tranchante, contrôlée. 43 000 morts confirmés. Les autres, portés disparus. L'ennemi s'appelle les Ktari. Ils exigent que nous abandonnions toutes nos colonies. Un frisson parcourut l'assemblée. Les visages se fermèrent, certains détournant les yeux, d'autres cherchant désespérément une solution sur les écrans devant eux. D'un geste hésitant, la déléguée Vasquez, une vieille femme à la chevelure argentée, se leva. Des larmes séchées laissaient des traînées sur ses joues ridées, mais ses yeux étaient durs comme le granit. « Combien de vaisseaux avons-nous » demanda-t-elle, la voix brisée mais ferme. Cole soupira, hésitant une seconde. « Officiellement, 300, répondit-il. Patrouilleurs, cargos armés. Aucune chance contre une guerre totale. » Le silence s'alourdit. Un diplomate russe se pencha vers son voisin. « Nous sommes condamnés. »« Pas si vite, » chuchota Vasquez, fixant Cole d'un air perçant. L'amiral marqua une pause, ses doigts pianotant le pupitre. Il se redressa, les traits soudain empreints d'une détermination glaciale. « Regardez, » dit-il. Il appuya sur une série de commandes. Les écrans géants de la salle s'illuminèrent, dévoilant d'abord la surface poussiéreuse de Mars. Des plans rapprochés montrèrent des cratères anodins, des vallées désertes. Soudain, le sol se fendit, révélant d'immenses portes d'acier. Lentement, dans un grondement sourd, elles glissèrent vers l'extérieur. D'innombrables vaisseaux de guerre émergèrent des entrailles de la planète, leurs coques écarlates scintillant sous la lumière du soleil martien. Les chantiers navals souterrains de Mars, précisa Cole, camouflés depuis 2 siècles. La scène changea. Les caméras survolaient la ceinture d'astéroïdes. De simples stations minières pivotaient, s'ouvrant comme des fleurs métalliques. Derrière leurs façades de silos et de grues, surgissaient des chantiers spatiaux, d'où glissaient d'énormes croiseurs, escortés par des frégates aux formes acérées. Station d'assemblage dans la ceinture, poursuivit Cole. Un murmure d'incrédulité parcourut la salle. Sur la Lune, les fameuses tours d'énergie, jusqu'ici considérées comme de simples générateurs, se déployèrent. Des pans d'armure glissèrent, révélant d'immenses batteries, des canons orbitaux d'une puissance inédite. Les tours lunaires, expliqua-t-il, sont des armes capables de raser des planètes entières. Il fit défiler les images, le visage impassible. « Projet Prométhée », reprit-il. « Pendant 2 siècles, nous avons caché notre force. » Il s'arrêta, laissant le silence s'installer. 4000 vaisseaux de guerre, équipage formé pour une guerre que nous espérions ne jamais devoir mener. Les réactions furent instantanées. Un représentant chinois se leva, la voix vibrante d'émotion. « 4000 ? Nous avons caché tout cela. À nos propres gouvernements ?» protesta la ministre australienne, sidérée. Cole ne broncha pas.
La survie de l'espèce exige parfois des sacrifices. La dissimulation était notre seule assurance contre l'anéantissement. Vasquez croisa les bras, son visage creusé de nouvelles rides de résolution. Combien de temps avant que la flotte soit opérationnelle demanda-t-elle, chaque mot sculpté dans la pierre. Cole la fixa, les mâchoires serrées. Ils sont en train de lancer, répondit-il. Les écrans confirmèrent ses paroles. Sur Mars, les hangars s'ouvraient en grand, libérant une procession de croiseurs et de destroyers. Dans la ceinture d'astéroïdes, les plateformes de lancement catapultaient des escadrons entiers dans le vide intersidéral. Sur la Lune, les canons pivotaient déjà vers le ciel, prêts à cracher la foudre. Le Conseil, d'abord abasourdi, retrouva peu à peu sa voix. « Nous devons avertir toutes les colonies », ordonna un ambassadeur sud-américain. « Il faut préparer nos populations », ajouta la chancelière allemande. Un conseiller américain, la voix basse, murmura « Si nous échouons, il ne restera plus rien ». Cole leva la main, imposant le silence une dernière fois. « Ce combat ne sera pas facile, dit-il, mais nous ne sommes plus seuls, ni faibles. » Son regard balaya la salle, s'arrêtant sur chaque visage. « Nous n'avons plus à choisir entre la honte et la peur. Nous choisirons la résistance. » Alors que la réunion se dispersait dans un tumulte renouvelé, une nouvelle énergie circulait dans la salle. Les leaders, galvanisés par la révélation, prenaient conscience de la portée de l'instant. Dehors, la lumière filtrait à travers les nuages de Genève, mais, dans l'esprit de chacun, ce n'était plus la même aube. Car désormais, la guerre ne faisait que commencer, et les ombres du passé laissaient place à une force insoupçonnée, prête à changer le destin de l'humanité. Le système solaire, jusqu'alors silencieux, s'éveilla dans une frénésie orchestrée. Sur Mars, des kilomètres de roches rouges s'ouvrirent, révélant les entrailles industrielles de la planète. Les chantiers navals, jadis camouflés sous la poussière et les sables, s'illuminaient de lueurs vives. Les ouvriers, qui quelques heures plus tôt jouaient le rôle de simples mineurs ou mécaniciens, arrachaient leurs combinaisons grises, révélant des uniformes bleu nuit. Des officiers couraient sur les passerelles suspendues, criant des ordres. Accélérez le déploiement sur secteur Gamma. Les tourelles doivent être alimentées dans 10 minutes, pas une de plus. Dans la ceinture d'astéroïdes, d'immenses stations minières pivotaient, s'ouvrant comme des corolles mécaniques. Les parois s'écartaient, laissant apparaître des hangars où s'alignaient croiseurs et destroyers, armés jusqu'aux dents. D'énormes bras robotiques hissaient des missiles dans les soutes, vérifiaient les plaques de blindage, ajustaient les boucliers énergétiques. Sur chaque plateforme, les équipes s'activaient dans une synchronisation parfaite. Sur la Lune, derrière les dômes de verre, les familles et des équipages s'étaient rassemblés devant les larges baies d'observation. Certains enfants brandissaient des drapeaux, trop jeunes pour comprendre la gravité de l'instant. Une femme serra la main de son fils, les yeux humides, tandis que le père, déjà en uniforme, saluait d'un geste solennel avant de disparaître dans l'ascenseur du spatioport. « Papa va revenir, dit-elle, la voix tremblante. « Il va vaincre les monstres ?» demanda l'enfant, plein d'espoir. Elle n'osa pas répondre, se contentant de le serrer plus fort contre elle. Dans chaque base, chaque station, les écrans affichaient que les mêmes images. Des vaisseaux massifs, noirs et argentés, s'arrachaient à la pesanteur. Les moteurs à fusion rugissaient, projetant des panaches de lumière bleue dans le vide. Des milliers de navires s'élançaient en formation, formant des essaims lumineux à l'échelle interplanétaire. Les observateurs, terriens ou colons, retinrent tout leur souffle en voyant la flotte s'enfoncer vers l'inconnu. À bord du UES Prometheus, vaisseau amiral de la flotte, l'atmosphère était celle d'une cathédrale avant la bataille. La passerelle bourdonnait de rapports, de signaux clignotants, d'ordres transmis dans un balai parfaitement rodé. L'amiral Marcus Cole, droit et impassible, observait les étoiles à travers la verrière panoramique. À ses côtés, ses officiers de confiance attendaient le moindre de ses gestes. Le commandant des communications, casque rivé aux oreilles,
leva la main. « Amiral, toutes les escadres sont en position. » La flotte entière attend votre signal. Cole parcourut la passerelle du regard, croisant les yeux de ses commandants, lisant dans leur silence la peur, la colère et la détermination. Il activa le canal général, sa voix résonnant dans chaque cabine, chaque soute, chaque poste de combat de la flotte humaine. « Marins de la Terre, dit-il, grave, vous avez tous vu ce qu'ils ont fait à Havens Reach. Ils ont commis la pire erreur de leur existence. » Un murmure passa, relayé par les visages attentifs de milliers d'hommes et de femmes. Certains serraient les poings, d'autres fixaient l'écran, la mâchoire crispée. « Ils croient que l'humanité est faible, » continua Cole. « Ils se trompent. Aujourd'hui, nous leur montrons qui nous sommes vraiment. » Le silence tomba, chargé d'électricité. Cole baissa la voix, la rendant plus tranchante encore. « Tous les vaisseaux, préparez-vous à engager, nous partons en guerre. » Le commandant des communications se tourna vers les consoles. « Ordre général, phase de saut dans 30 secondes. Toutes les sections. Activez les moteurs de distorsion. » La flotte s'aligna, vaisseaux de toute taille formant une armada sans égale dans l'histoire humaine. Les moteurs s'illuminèrent, vibrant d'une énergie contenue, prêts à déchirer l'espace-temps lui-même. Dans les quartiers d'équipage, on échangea des regards, des prières silencieuses, des promesses murmurées à la mémoire de ceux tombés à Havens Reach. 10 secondes, annonça la passerelle. 5, 4, 3, 2, 1. Dans une synchronisation parfaite, des milliers de vaisseaux allumèrent leurs propulseurs de distorsion. L'espace se tordit, les étoiles devinrent des filaments de lumière, et la flotte humaine disparut dans le pli de l'univers, fendant l'obscurité vers le territoire Ktari. Dans le silence qui suivit, les familles restées sur Mars, sur la Lune, sur Terre, contemplèrent les écrans vides. Leur cœur battait à l'unisson de la plus vaste armée jamais levée par l'humanité, suspendue entre l'espoir, la peur et la promesse d'un avenir qui n'appartenait plus qu'à ceux qui osaient défier les ténèbres. La station de patrouille, Ktari Omega Sept, dérivait paresseusement à la lisière de l'espace Ktari. Un chapelet de 30 vaisseaux de guerre alignés en formation lâche. Sur la passerelle du vaisseau amiral, la routine engourdissait les esprits. Des officiers échangeaient à voix basse des plaisanteries dans leur langue sifflante et gutturale, tandis que le commandant Vathrak s'affairait sur un jeu de stratégie holographique, ses griffes cliquetant sur la console. « J'aurais gagné ce tour, grogna-t-il, un sourire narquois sur ses lèvres écailleuses. Autour de lui, la tension était inexistante. Les patrouilles humaines s'étaient faites rares depuis la destruction de Havens Reach. Les Ktari étaient sûrs de leur domination, aveuglés par l'arrogance née de siècles de suprématie. Un bourdonnement d'alarme retentit soudain. Le responsable des capteurs se pencha, ses yeux jaunes s'élargissant. « Commandant, détection d'appareils humains, 200 signatures, taille petite et moyenne, cap direct sur notre position. » Vathrak releva la tête, ses narines frémissant d'un amusement carnassier. « Enfin un peu de distraction, ricana-t-il. Préparez-vous au combat. Cela ne prendra pas longtemps. » Les officiers s'agitèrent, chacun retrouvant son poste avec la nonchalance de ceux qui ne doutaient pas de la victoire. Les vaisseaux Ktari se resserrèrent en formation défensive, écailles sombres miroitant sous les éclats des nébuleuses. L'armement fut armé, les boucliers activés dans un balai rodé. « Qu'ils approchent », susurra Vathrak, le regard brillant de mépris. Au loin, 200 vaisseaux humains avançaient, impeccablement rangés, moteurs irisant l'obscurité. La distance se réduisait rapidement. L'équipage Ktari, certain de sa supériorité numérique et tactique, attendait le choc frontal. Mais alors que les humains arrivaient à portée, le responsable des capteurs émit un sifflement d'alarme. « Commandant, nouvelles signatures derrière nous. 300 autres vaisseaux humains. Ils sortent du repli subspatial tout autour. » Le regard de Vathrak se figea, l'arrogance laissant place à la stupeur. Avant même qu'il n'ouvre la bouche, le ciel explosa de lumière. Les vaisseaux humains surgirent dans le dos de la flotte Ktari, en une manœuvre de tenaille parfaite. D'immenses croiseurs
apparurent dans un éclair bleu, ouvrant le feu sans sommation. Missiles à ogives multiples et salves de canons magnétiques jaillirent des coques terrestres, illuminant le néant d'arcs de plasma et de traînées lumineuses. La première vague d'impact fut dévastatrice. Les boucliers Qatari, conçus pour un assaut frontal, s'effondrèrent sous les tirs croisés. Les ponts de commandement explosèrent en fragments incandescents, des sections entières de coques arrachées par les projectiles à hyper-vitesse. Les Qataris ripostèrent en hurlant, mais leurs tirs, mal dirigés, ricochaient sur les nouveaux champs de distorsion humains ou rataient leur cible dans le chaos. « Ciblez les propulseurs humains !» ordonna Vatrak, la voix déformée par la panique. Mais il n'y avait plus de cohérence dans la défense Qatari. Chaque tentative de reformation était brisée par une nouvelle salve de missiles ou par des torpilles furtives qui pénétraient l'intérieur des vaisseaux et les déchiraient de l'intérieur. À bord d'un croiseur humain, la capitaine du canon principal transmettait des ordres brefs. Cibler les commandements secondaires, feu à volonté. Les opérateurs acquiesçaient, les visages tendus par la concentration, mais sans une trace d'hésitation. La vengeance de Haven's Reach guidait chaque main, chaque tir. Des chasseurs humains, rapides et agiles, tourbillonnaient entre les coques Qatari, lançant des charges à fragmentation qui pulvérisaient les points faibles des cuirassés ennemis. Les Qatari tentaient de s'accrocher à une riposte, mais chaque initiative se heurtait à une contre-attaque implacable, méthodique. Sur le pont du vaisseau amiral Qatari, Vatrak hurlait des ordres dans un vacarme d'alarmes et de flammes. « Organisez la retraite! Regroupez-vous au secteur Oméga 9 !» Mais déjà, le repli était impossible. Les vaisseaux Qatari, pris entre deux feux, voyaient leur formation s'effondrer. Les communications étaient saturées de cris, de signaux de détresse, de rapports de destruction totale. « Nos boucliers sont tombés! Section 3, en feu! Ils percent la coque, commandant ?» La bataille ne dura pas. En 11 minutes, tout fut décidé. Un à un, les croiseurs Qatari explosèrent, désintégrés par la précision chirurgicale de l'assaut humain. Aucun vaisseau terrien ne fut perdu. Les manœuvres de diversion. Le leurre initial. La synchronisation des tirs. Tout avait été conçu pour une victoire totale et rapide. Dans l'espace, seuls subsistaient les débris brûlants de la flotte Qatari. Aucun signal de détresse n'échappa à la nasse humaine. À bord du UES Vengeance, la passerelle baignait dans une lumière bleutée, reflet des moniteurs affichant l'anéantissement de la flotte ennemie. Le capitaine Raza Hamadi, grand, silhouette droite, regardait l'écran principal où s'effaçait la dernière explosion Qatari. Ses officiers échangeaient des regards mêlant incrédulité et soulagement. Un jeune lieutenant, la voix voilée par l'émotion, murmura « Zéro perte, nous les avons écrasés ». Hamadi demeura impassible, le regard rivé sur la mer de ruines spatiales. « Il ne faut rien sous-estimer », dit-il, grave. Ce n'était qu'une patrouille avancée. Les vrais combats sont devant nous. Il se tourna vers l'officier des communications. « Préparez une transmission. » Fréquence large bande. « Oui, capitaine. » Le silence régna une seconde, le temps que tous mesurent la portée de la victoire. Hamadi inspira lentement, puis déclara d'une voix froide et posée. « Envoyez un message. Dites-leur que nous arrivons. » L'ordre fut transmis. Dans le vide, parmi les vestiges fumants de la flotte Qatari, l'écho de ce message traversa l'espace, porteur d'une promesse aussi implacable que la justice d'un monde blessé. Et déjà, dans les profondeurs du territoire ennemi, l'ombre humaine s'étendait, annonçant la suite d'une guerre dont nul ne connaissait encore la fin. Dans les profondeurs du palais de guerre au cœur du monde natal, Qatari, le chaos régnait. Le trône de pierre noire surplombait la salle du conseil, où couraient des messagers haletants, bras chargés de rapports. Écrans et holomaps s'illuminaient de voyants rouges. Alerte, perte, invasion. Sur le trône, le War Chief Kithmar, silhouette massive couverte de cicatrices, laissait planer une aura d'autorité farouche. Ses écailles sombres portaient les marques de 1000 batailles.
Il fixait la dernière transmission, mâchoire serrée, griffes enfoncées dans les accoudoirs. Un conseiller s'approcha, voix tremblante. « Saigne. Seigneur, les humains ont frappé nos frontières sud, détruit la station d'assemblage de Rektoul. » Un autre, plus pâle encore, ajouta. « Nouvelle attaque sur le secteur Nartix, nos croiseurs n'ont pas résisté 10 minutes. » Un troisième hésita, puis se lança. « Nos forces à la passe de Lett sont tombées. Les humains frappent de partout. Ils surgissent, puis disparaissent. Nous ne pouvons rien prévoir. » Kithmar se leva lentement, sa stature dominant l'assemblée. Il balaya la salle du regard, colère froide dans les yeux. « Comment est-ce possible ?» grogna-t-il. « D'où viennent ces milliers de vaisseaux ?»« Vous m'aviez juré qu'ils n'avaient que 300 patrouilleurs. » Les conseillers échangèrent des regards vides, impuissants. Aucun n'osa parler. Kithmar s'approcha d'un grand holomap central, où des flèches rouges montraient les frappes humaines. « Ils nous encerclent, » murmura-t-il. « Ils connaissent nos points faibles. » Il se tourna brusquement. « Ils nous percent comme si nos défenses n'existaient pas. » Il frappa la table d'un coup de poing, la pierre résonnant dans la salle. « Plus de retraite, plus de patience, qu'on rassemble chaque vaisseau, chaque coque qui peut encore tirer. » Il planta son regard dans celui de ses généraux, glacés de détermination. « Nous finirons cela par une seule bataille, décisive. » Les ordres fusèrent. Partout dans l'Empire Ktari, on rappelait les réservistes, on arrachait des vaisseaux à la retraite, on armait jusqu'aux cargos et transports de troupes. Les chantiers navals tournaient à plein régime. Les forges crachaient de flammes et métal, pressés de fournir les dernières armes. L'appel à la guerre résonna jusqu'aux lunes les plus lointaines. 3 semaines plus tard, la flotte Ktari s'amassait dans le système Cygnus. 1500 vaisseaux, cuirassés, croiseurs, destroyers, escorteurs, tous rassemblés sous la bannière de Kithmar. Les équipages fourmillaient sur les passerelles, armant les canons, ajustant les boucliers, récitant les prières guerrières de leur peuple. Sur le vaisseau amiral, Kithmar observait la grande baie d'observation, où la lumière de l'étoile Cygnus baignait la flotte d'une lueur cuivrée. « Aujourd'hui, gronda-t-il, nous resterons la peur dans le cœur des humains. » Ses officiers acquiescèrent, chacun camouflant ses doutes derrière des masques de fer. Mais alors que la flotte Ktari achevait sa formation, un silence étrange s'abattit. Les capteurs signalaient des masses anormales, plus loin, à la frontière du système. « Seigneur, transmission des éclaireurs, des signatures humaines massives !» Un officier tapa sur la console incrédule. 4000 vaisseaux détectés. Ils nous attendent déjà. Kithmar plissa les yeux. Impossible. Comment? Mais les images défilaient. Une armada humaine, silencieuse, parfaitement ordonnée, couvrait l'espace devant eux. Les coques métalliques renvoyaient la lumière de l'étoile, formant un mur d'acier et d'intention. Sur toutes les fréquences Qatari, un grésillement. Puis la voix de Marcus Cole, claire, glaciale, s'imposa dans chaque vaisseau ennemi, chaque intercom, chaque relais. « Vous avez assassiné notre peuple. » Les mots résonnaient, dénués de colère, porteurs d'une vérité implacable. « Vous avez ri de leur agonie. » Kithmar serra les poings, son visage assombri. « Considérez ceci comme notre réponse. » Sans autre avertissement, la flotte humaine se mit en mouvement. Les moteurs à distorsion rugirent, les formations se resserrèrent, les canons s'orientèrent. Un silence de mort précéda la tempête. Dans le cockpit d'un croiseur Ktari, un pilote murmura, effaré. « Ils n'ont même pas peur. » Son commandant répondit d'une voix rauque. « Alors nous leur apprendrons. » Mais, au fond de chaque esprit Ktari, la certitude grandissait. La bataille qui s'annonçait serait celle de la survie. Le choc des titans, la réponse d'un peuple blessé, l'ultime face-à-face. Et déjà, l'éclat froid de la vengeance humaine illuminait l'horizon stellaire, prête à écrire une nouvelle page de l'histoire des étoiles. Dans le système Cygnus, l'espace vibrait de tension et de lumière. La flotte Ktari, disciplinée et massive, fondit en avant en formation classique. Leurs vaisseaux lourds, serrés les uns contre les autres, superposaient leurs boucliers d'énergie,
concentrant leur feu sur les secteurs désignés. Les canons plasma grondaient en salve continue, dessinant des arches de lumière verte dans le vide. Face à eux, la flotte humaine ne répondit pas par la symétrie. Au lieu de se présenter en ligne, les vaisseaux de Cole s'éparpillèrent, esquivant les couloirs de feu, puis se regroupant soudain pour frapper comme un essaim de prédateurs. Les destroyers et croiseurs humains se glissèrent entre les tirs, effectuant des feintes, des ruptures soudaines, des assauts concentriques qui désorganisaient chaque bloc Qatari. « Ils ne respectent aucune règle !» cracha un stratège Qatari, les griffes crispées sur sa console. « Maintenez la ligne !» répliqua un commandant, la voix éraillée par l'urgence. Mais la ligne ne tenait pas. Les humains, maîtres de la guerre d'embuscade et d'adaptation, multipliaient les manœuvres imprévisibles. Un escadron surgissait à bâbord pour attirer le feu, puis disparaissait, laissant place à une salve de missiles furtifs à tribord. Des frégates, masquées par les débris, émergeaient soudain pour frapper le cœur des formations Qatari. Les armes humaines déchaînaient de l'enfer. Les railguns traversaient les boucliers, arrachant des pensiers entières de coques en un tir. Les torpilles plasma s'enroulaient autour des défenses énergétiques, fondant les armures, vaporisant les salles des machines. Les missiles adaptatifs, intelligents, traquaient leurs cibles à travers les contre-mesures, ajustant leur trajectoire jusqu'à toucher un point vital. Bouclier principal en surcharge. Section 4, impact majeur. Nous perdons le croiseur Derac. Sur les moniteurs du vaisseau amiral Qatari, la liste des pertes s'allongeait, chaque nom rayé d'une lumière rouge. Kithmar, debout sur la passerelle, hurlait des ordres. « Concentrez le feu sur leur flanc gauche! Dégagez-nous une brèche !» Les croiseurs Qatari ajustèrent à leur tir. Une gerbe de plasma transperça la zone ciblée. Mais déjà, les humains s'étaient dispersés, laissant les tirs s'égarer dans le vide. « Ils anticipent tout !» rugit Kithmar. Un officier, paniqué, répondit. « Ils piratent nos communications, Seigneur. Ils savent où nous frappons avant même que l'ordre soit donné. » Kithmar tenta une retraite partielle, ordonnant à ses ailes extérieures de pivoter pour prendre les humains à revers. Mais les senseurs humains détectèrent la manœuvre. Une escadre de frégates fondit sur le point faible nouvellement exposé, détruisant 3 croiseurs en quelques secondes. Reformation au centre, regroupez-vous. Mais la cohésion se brisait. Les équipages Qatari, surmenés, dépassés par la vitesse des échanges, voyaient leurs écrans saturés d'alerte. Les flancs s'effondraient, les transmissions se brouillaient, la panique se propageait. Pendant 3 heures, la bataille fit rage. Des milliers de missiles sillonnaient l'espace. Les débris de vaisseaux formaient des anneaux de feu autour de Sinnis. Les humains perdaient parfois un escadron, mais jamais la main. Leur supériorité tactique, leur technologie, leur rage froide, tout s'additionnait pour détruire la flotte Qatari. Sur la passerelle du vaisseau amiral, Kithmar assistait, impuissant, à la fin de son armada. « Nous avons perdu la moitié de nos forces. Les vaisseaux de soutien refusent d'avancer, Seigneur. » Kithmar sentit la défaite l'envelopper. Il serra les dents, puis se tourna vers son officier communication. « Ouvrez un canal général, tout de suite. » Sur les fréquences humaines, la voix gutturale de Kithmar retentit, éraillée, désespérée. « Ici le Warchief Kithmar, commandant suprême de la flotte Qatari. Je propose une trêve, des réparations, du territoire, tout ce que vous demanderez, humains. » Sur le pont du Prometheus, l'amiral Cole écouta en silence, son visage impassible. Il fit signe à l'opérateur. « Canal ouvert, amiral. » La voix de Cole, froide comme la mort, s'adressa à Kithmar et à toute la flotte Qatari. « Vous n'avez rien offert à Haven's Reach. » Rien. Il marqua une pause, laissant le silence peser. « Vous n'aurez rien non plus. » Sans un mot de plus, il coupa la communication. La bataille reprit aussitôt, plus sauvage, plus implacable encore. Les humains, portés par la mémoire de leur mort, frappèrent sans pitié. Les derniers croiseurs Qatari, privés de coordination, furent anéantis un à un.
Dans l'espace, seuls subsistaient les vestiges de leur arrogance et l'écho d'une vengeance accomplie, alors que la flotte humaine poursuivait son avance inexorable vers la suite de l'histoire. Dans l'espace dévasté du système Cygnus, la bataille touchait à sa fin. Seuls 17 vaisseaux Ktari subsistaient, blessés, désarmés, encerclés de toutes parts. Leurs coques fumantes reflétaient la lumière froide des étoiles, tandis que la flotte humaine, intacte, formait un anneau infranchissable autour d'eux. À bord du Prometheus, l'amiral Marcus Cole fixait l'écran central, les traits figés d'une résolution glacée. « Amiral, les Ktari n'ont plus de munitions », annonça le lieutenant des capteurs. Cole hocha la tête. « Transmettez-leur ceci. Vous allez nous suivre. Si l'un de vous quitte la formation, il sera détruit. » « Bien reçu, chef. » L'ordre fut relayé. Sur les ponts Ktari, la résignation tomba comme un linceul. Les capitaines ennemis, le regard vide, alignèrent leurs vaisseaux derrière la flotte humaine, docile, vaincue. Cole se leva, s'approcha de la baie d'observation. Son visage apparut sur tous les écrans du Prometheus. Sa voix grave résonna dans chaque compartiment, chaque poste de commandement. La guerre est terminée, mais notre réponse, elle, ne fait que commencer. Ce fut le signal. Les croiseurs terriens, escortés par les rescapés Ktari, filèrent à travers le vide, direction Cathvari Prime, le cœur de l'Empire ennemi. L'arrivée fut un cataclysme silencieux. 4000 vaisseaux de guerre surgirent en orbite, leurs silhouettes noires occultant la lumière du soleil. Sur la planète, la panique s'empara des cités. Les sirènes hurlèrent. La population courut se réfugier dans les abris, parents serrant leurs petits, vieillards priant dans l'ombre. Dans le palais du Haut Conseil, les dirigeants Ktari se rassemblèrent, blêmes, attendant la fin. Partout, les écrans s'illuminèrent. L'image de Cole, droite, impitoyable, s'imposa dans chaque foyer, chaque centre de commandement, chaque ruelle. Votre flotte est détruite. Votre empire est encerclé. Un seul mot de moi, et votre planète brûle. Sa voix ne trembla pas. Une part de moi voudrait vous faire subir ce que vous avez infligé à Haven's Reach, mais nous ne sommes pas vous. Dans le silence qui suivit, sur la planète, certains éclatèrent en sanglots, d'autres tombèrent à genoux. Mais il n'y eut pas de feu, pas d'explosion. Au lieu de cela, des transports humains descendirent dans l'atmosphère, se posant sur les aires d'atterrissage des grandes cités. Les rampes s'ouvrirent. Ingénieurs, médecins, travailleurs sortaient en colonne, portant secours et assistance. Dans les rues, les Ktari, d'abord pétrifiés, observaient ces nouveaux venus qui soignaient les blessés, réparaient les infrastructures, distribuaient de la nourriture. Cole reparut sur les écrans, le ton ferme mais calme. Rendez toutes vos forces militaires, livrez ceux qui ont ordonné Haven's Reach, libérez toutes les espèces que vous avez asservies. Acceptez la présence d'observateurs pour 100 ans, faites cela et vous vivrez. Dans le palais, le silence s'étira. Les conseillers Ktari, bouleversés, échangèrent des regards incrédules. L'un d'eux tenta une protestation, mais sa voix mourut dans sa gorge. Peu à peu, la résistance se brisa. Les drapeaux de l'Empire furent abaissés. Les unités militaires déposèrent les armes. Les chefs de guerre s'inclinèrent, livrant leurs codes et leurs responsables. La reddition fut totale, mais pas un seul tir ne fut échangé. Le peuple Ktari, abasourdi, vit sa planète épargnée, ses enfants sauvés, et comprit qu'un nouvel ordre venait de naître au milieu des cendres de l'ancien. Ainsi, le cycle de la vengeance céda la place à un avenir incertain, où la mémoire des victimes guiderait les choix de demain. Dans l'orbite silencieuse de Haven's Reach, un anneau de pierre noire dérivait, immense et sobre, au-dessus de l'étoile qui avait autrefois veillé sur la colonie. À sa surface, 43 000 noms étaient gravés, chaque lettre sculptée dans la roche par des mains humaines, chaque nom un souvenir, une vie volée. Au centre de l'anneau, le nom de la commandante Yuki Tanaka resplendissait, entouré de ceux de ses marines tombés à ses côtés,
lors de la dernière résistance. Des vaisseaux venus de toutes les confédérations stellaires affluaient, se posant en silence sur les plateformes d'observation dressées pour l'occasion. Leurs coques portaient les couleurs des Veillari, des Myres, des anciens rivaux devenus alliés, et même de peuples jadis ennemis, tous réunis dans un même recueillement. Les délégations s'avançaient, déposant des offrandes, murmurant des prières dans des langues étrangères, inclinaison de tête ou gestes symboliques devant les noms. Certains chantaient, d'autres se contentaient de la gravité du silence. Une expression nouvelle circulait, répétée à voix basse entre les officiels, les officiers et les voyageurs. Les humains vous donneront toujours une chance de partir. Saisissez-la, car il n'y en aura pas de seconde. Sur Terre, la vie reprenait son cours, à la fois familière et changée. Dans les universités, les scientifiques étudiaient de nouveaux mondes et de nouvelles espèces, échangeant des idées avec des partenaires venus de systèmes lointains. Les artistes redécouvraient que la paix, peignant des fresques colorées sur les murs des cités, sculptant la mémoire des disparus dans le marbre ou la lumière. Dans les parcs, les familles se promenaient, des enfants jouaient à inventer des histoires de vaisseaux et de héros, insouciants du fardeau des adultes. Mais sous la surface, les usines de guerre restaient prêtes. Les chantiers navals sous-marins de l'Atlantique, les silos lunaires, les ateliers dissimulés dans les astéroïdes poursuivaient leur veille. Les machines tournaient, testaient, affinaient les systèmes, toujours prêtes à s'éveiller en cas de menace. La paix, sur Terre, n'était plus synonyme de faiblesse. À travers la galaxie, dans les salles du pouvoir et les foyers, le souvenir d'Havens Reach avait pris racine. Les diplomates citaient que la devise nouvelle en négociation. Les officiers, autrefois prompts à sous-estimer les terriens, se rappelaient que la patience, mais aussi la fureur de l'humanité. Les parents, serrant leurs enfants, évoquaient l'histoire de la colonie perdue, de la riposte foudroyante, des survivants et de la rédemption offerte. Dans les capitales étrangères, les débats allaient bon train. Les humains sont-ils devenus trop puissants? Sont-ils vraiment différents de ceux qu'ils ont vaincus? Mais toujours, la même leçon revenait. Derrière chaque sourire humain, il y avait désormais une certitude d'acier. Au fil des saisons, l'anneau noir de Havens Reach devint un pèlerinage. On venait de loin pour lire les noms, toucher la pierre, ressentir le poids du souvenir. Certains repartaient apaisés, d'autres changés à jamais. Dans l'obscurité, alors que la galaxie reprenait son souffle, une question flottait d'un monde à l'autre. Si un jour, une autre puissance osait défier la paix fragile, qu'est-ce que l'humanité révélerait encore derrière son sourire de lumière?